Et tout de suite, sur Radio Soupente, nous poursuivons avec Blanche de Rousse, une jeune graveuse qui a fait une partie de son apprentissage chez le docteur Gachet, qui lui a permis de croiser la route de Vincent Van Gogh. Ouais, alors c'était une bonne surprise cette exposition au musée d'Orsay, consacrée effectivement à Blanche de Rousse, une parfaite inconnue à nos yeux. Et à tel point même que son exposition au musée d'Orsay est quand même un peu compliquée à trouver. Au 5e étage. Voilà, il faut traverser toutes les salles sur l'impressionnisme pour arriver dans cette petite enclave où on peut voir son travail. Et en découvrant cette exposition, en fait, auparavant, on avait vu qu'elle était effectivement qu'elle avait fait de la gravure, de la peinture, et qu'elle était vraiment douée. Alors, on a essayé de chercher un petit peu qui elle était. On a peu d'informations sur elle, et en fait, si on a quelques informations, c'est grâce à un mémoire de master d'une jeune femme qui s'appelle Ludivine Fortier, qui a travaillé sur son travail. Donc, on va essayer de vous rapporter un peu ce qu'on peut sur cette Blanche de Rousse, mais qui est quand même quelqu'un qui a vraiment du talent, quoi. Oui, ah oui, absolument. Donc c'est une Blanche de Rousse, elle est née le 28 juillet 1875 à Neuilly-sur-Marne. Sa mère est professeure de piano, son père est comptable, mais il est tout de même désigné comme artiste peintre. Donc en 1887, elle, Blanche de Rousse, fut conviée vers ses 20 ans à suivre l'enseignement artistique du docteur Gachet, qui était un ami de la famille. Et le docteur Gachet dispensait en même temps des cours à son propre fils, qui s'appelle Paul-Louis, et qui se faisait appeler Louis von Rissel. Donc c'est un enseignement qui est plutôt académique, qui a favorisé l'apprentissage du dessin, de la peinture, de l'estampe, et notamment à travers la copie d'œuvres de sa collection personnelle, et donc des œuvres de Van Gogh, de Cézanne, de Guillaumin, de Renoir, mais aussi d'Armand Gautier ou encore de Norbert Guenotte. Donc Blanche de Rousse a fréquenté assez longuement le docteur Gachet, leur lien était assez fort, et donc elle a beaucoup travaillé sur sa collection, et visiblement les copies qu'elle a faites même de certaines toiles de Van Gogh étaient destinées à un ouvrage sur Van Gogh. Alors on peut rappeler que le docteur Gachet était aussi un artiste qui faisait se prétendait artiste. Voilà, et son pseudonyme était Paul van Rissel. Donc, dans cette exposition, on a pu voir certaines toiles, justement, travaillées par Blanche de Rousse, et effectivement, elle a un talent immense, quoi. Mais elle fréquente surtout le petit format ou le mini format. Il y a des œuvres qui sont vraiment toutes petites, mais c'est très précieux, c'est très juste dans les compositions, etc., etc. Et même, il y a des portraits de Van Gogh qui sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment un poil de vérité. C'est vraiment, elle traduit vraiment le ressenti qu'elle pouvait avoir devant les œuvres de Van Gogh. Voilà, c'est ça. On sent que c'est quelqu'un qui est bouleversé par le travail du Hollandais. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle a quand même pas mal aussi copié des œuvres qui ont représenté le docteur Gachet. Lui, il l'a aussi représenté à plusieurs reprises. Il y a aussi une photographie qui est connue de l'artiste qui la représente avec Gachet, justement, qui est conservée au musée d'Orsay. Et alors, le docteur Gachet lui avait donné comme surnom Sucrope. Par contre, je ne sais pas quelle est la signification de ce surnom. Et donc, elle a même signé certaines œuvres en mettant simplement un S. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle est morte très jeune, à 37 ans, mais on ne sait pas trop quoi. Et que sur son acte, on ne sait pas de quoi elle est décédée. Et sur son acte de décès, elle est citée comme couturière et non pas comme artiste. Comme quoi, la reconnaissance des femmes artistes, il y avait encore de la marge. Donc, ouais. Elle avait peut-être un travail de couturière à côté pour subvenir à ses besoins, mais voilà, elle est inscrite comme couturière. Et pour non l'état civil. Oui, je pense que ces époques où les femmes n'étaient pas du tout considérées, de mettre artiste peintre à côté de son nom sur les papiers officiels, ça devait pas sentir bon. Ouais, alors l'avantage aussi des copies de Blanche de Rousse, c'est que ça a permis de connaître un petit peu ce qu'il y avait dans la collection du docteur Gachet.
et de connaître aussi des originaux qui n'étaient pas encore localisés aujourd'hui. Et sa production en fait ne s'est pas arrêtée à la maison du docteur Gachet. Elle ne fut pas seulement une amateur. Elle a été mentionnée par contre comme artiste peintre à l'occasion du mariage de sa sœur et elle a pu exposer certaines de ses œuvres. Elle a participé au Salon des Indépendants. Elle a participé au Salon de Pontoise. Et en même temps que le docteur Gachet, et là elle a exposé aussi bien des copies que des œuvres originales, quoi. Et donc ces expositions permettent ainsi non seulement d'étendre la connaissance de ces œuvres, mais d'étudier leur réception. Par exemple, ce qui est écrit dans le régional en Seine-et-Oise à l'occasion du Salon de Pontoise. Dans l'étoile de Mademoiselle de Rousse, on trouve beaucoup de fermeté et de décision. C'est une peinture solide dont la vigueur étonne. On sent partout l'influence de Van Gogh, dont, à ce qu'il paraît, cet artiste apprécie beaucoup le talent. Donc elle a réalisé des œuvres originales, mais on en connaît seulement 17 sur les 62 qui sont recensées. Donc elle est donc décédée effectivement le 10 avril 1911 à Paris, dans le 10e arrondissement. C'est grâce à un achat de la Réunion des musées nationaux à Paul Gachet en 1960 que là il y a 28 aquarelles de Blanche de Rousse font partie des collections du musée d'Orsay et on trouve des œuvres de l'artiste au musée Van Gogh à Amsterdam, à la Bibliothèque nationale de France ou dans la maison du docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Donc tout ça c'est extrait du mémoire de Ludivine Fortier sur le travail de Blanche de Rousse. Merci Ludivine. On a tous dans la tête des corbeaux qui s'envolent vers un ciel bleu marine, un sentier qui s'arrête, un nuage qui s'affole, une fin qu'on devine. On a tous dans la tête une seule idée fixe dans un café de nuit, une horloge qui s'arrête à jamais sur le 10, un peu après minuit. On a tous une ville, une ferme, une lande qui ressemble à Eton. Des amours en exil, des souvenirs en Hollande, des passions qui s'éteignent. On a tous dans sa vie un lit abandonné, une chambre fidèle. On a tous eu envie, un soir d'y retourner, une nuit sans sommeil. On a tous dans la peau un tableau, on a tous dans le sang la folie d'un moment. On peint tous ses défauts au couteau, on a tous dans le sang le regard de Vincent. On a tous dans un port, comme sur le quai d'Anvers, des bateaux amarrés. On a tous vers le nord eu la peur de l'hiver, dans un brouillard épais. On a tous une femme pliée dans la mémoire, un modèle au sein nu. On a chacun ses draps, on se coupe au rasoir dans ses portraits déçus. On a tous dans la peau un tableau, on a tous dans le sang la folie d'un moment. On peint tous ses défauts au couteau, on a tous dans le sang le regard de Vincent. On a tous dans la tête des corbeaux qui s'envolent vers un ciel bleu marine, un sentier qui s'arrête, un nuage qui s'affole, une fin qu'on devine. C'était Le regard de Vincent, interprété par Romain Didier.
Alors oui, on peut aussi parler de son travail de graveur, parce que malheureusement au musée d'Orsay on n'en a pas vu. Alors il y a un site sur le Gallica qui a recensé justement l'ensemble de ces gravures. Il y a des points sèches, on a une tête de japonaise qui date de 1900. On a un portrait du docteur Gachet qui est une très belle œuvre, hein, c'est une pointe sèche, donc qui est conservée au musée de Londres avec un portrait extrêmement détaillé, très fin. Il y a également, alors là c'est quelque chose qui m'émeut énormément, c'est fait d'après le François Rupert Carabin, c'est une femme accroupie, et en fait cette femme accroupie nue, repliée sur elle-même, avec des formes, un chignon, et on sent vraiment qu'elle est complètement introvertie, qu'elle a peur même. Et en fait, ça vient de la collection des folles de la Salpêtrière, justement, quand on enfermait ces femmes qu'on avait jugées hystériques ou aliénées. Et là, il y a quelques figures féminines qui ont été gravées par Blanche de Rousse. Et donc cette femme accroupie qui a été faite d'après François Rupert Carabin, qui était lui connu comme sculpteur, médailleur, orfèvre, ébéniste et photographe. Et je trouve que il y a une force incroyable dans cette interprétation faite par Blanche de Rousse, quoi. Oui, qui pourrait être une sculpture d'ailleurs. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. Et ça a été présenté au Salon de Pontoise en 1898, quoi. Il y a aussi ces deux fillettes qu'on a vues en tableau, justement en aquarelle au musée d'Orsay. Et là, c'est une pointe sèche. Et on reconnaît vraiment, c'est la patte de Van Gogh, hein, bien sûr, c'est le trait de Van Gogh. Mais c'est ces deux fillettes qui ont des petits bonnets blancs qui sont côte à côte dans la campagne. On a aussi un liseur qui est une pointe sèche, donc d'après Armand Gauthier. Voilà, il y a aussi une grande minutie dans le travail. C'est vraiment un travail de professionnel. Voilà, c'est un homme barbu qui est en train de lire, vue de trois quarts, un visage qui est un peu penché. On a une jeune femme aussi au piano. Alors là, je ne sais pas si cette jeune femme est une copie. Apparemment, ce serait peut-être une œuvre originale, quoi. Oui, il y a une histoire de femme au piano. Dont Van Gogh aurait été amoureux, voilà, qui était aussi une élève ou c'est pas la fille de Docteur Gachet. Peut-être, ouais, c'est possible. Ouais. Et Paul Gachet en fait est décrit par son fils comme celui qui aurait transformé Blanche de Rousse en véritable artiste, quoi. Mais elle, c'était quand même une travailleuse sincère, sans farce ni spéculation. Et non, mais ce qu'on a vu au 5e étage d'Orsay, là, c'est pas un réduit, hein, mais bon, il faut le trouver déjà. Et moi, j'ai été vraiment bouleversé par le travail de cette jeune femme, ces petites aquarelles, ces petites huiles, voilà, c'est précieux, c'est maîtrisé, mais il y a beaucoup de poésie dans son travail. La poésie, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire, c'est quelque chose qu'on ressent, voilà. Et j'ai vraiment été heureux que ma camarade me traîne à Orsay, carrément en me tirant par les cheveux, parce que j'ai rarement été aussi ému par une exposition telle que celle qu'on a vue à Orsay, voilà. Et si vous voulez vraiment ressentir les émotions que nous avons ressenties, il faut vous déplacer. C'est pas nos petits blablas qui vont vous faire ressentir ce que son travail nous a fait ressentir. Voilà, il y a aussi cette tête de japonaise, effectivement, qui est signée par un S comme de Sucrope. Voilà. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on connaît peu de choses sur Blanche de Rousse, mais il y a eu énormément d'émotions dans ce qu'on a vu. On a vu des copies de Van Gogh, mais aussi de Guillaumin et de Cézanne. Et c'est toujours stimulant de découvrir de nouvelles artistes comme ça. Et on se dit à chaque fois que pour une de découverte, on va encore en découvrir beaucoup d'autres. Et nous, on s'attache quand même à sortir de l'ombre toutes ces femmes, quoi. Oui, bien sûr. Et puis c'est non seulement on éprouve un certain
un certain bonheur. Mais j'ai remarqué aussi que dans les visiteurs de son petit espace, qui lui était réservé, il y avait beaucoup de très jeunes gens. Et ça, c'est assez émouvant. C'était pas que des vieux croutons ou des vieilles bourgeoises, mais des très jeunes gens, probablement des étudiants en art, etc., qui visitaient et qui regardaient vraiment pendant quand même un temps inusité le travail exposé de cette jeune artiste. Quoi. Et ça, c'est un signe aussi, je crois, que des très jeunes gens s'intéressent à ce genre de découverte, en quelque sorte, d'une artiste complètement inconnue. Voilà. Et c'est vrai que donc aller à Orsay, bon, moi c'est un musée que j'aime beaucoup au niveau architecture. Enfin, je trouve que c'est vraiment très beau. Et là, ça nous a donné donc l'occasion de traverser toutes ces salles des impressionnistes. Alors, on ne s'est pas complètement arrêté, mais revoir quand même en passant des Cézanne, ça fait toujours plaisir. Et après, en descendant, on s'est arrêté au 2e étage, voir les nabis avec Vuillard, Maurice Denis, Bonnard. Bon, il y a très peu de choses de Bonnard. On était un peu déçus parce que je pense que ce ne sont pas les meilleures toiles. Mais comme on avait vu le film sur Pierre et Marc Bonnard et que je viens de lire L'Indolente de Françoise Le Coarec, ça nous a fait plaisir aussi de passer voir ce travaux. Et ça, Orsay, c'est un lieu on devrait pouvoir rentrer gratuitement et venir voir 2-3 salles comme ça à chaque fois, rien que pour le plaisir de voir de la belle peinture. Quoi. Oui, parce que c'est quand même une époque assez privilégiée, ce 19e siècle, début du 20e, avec les nabis, les impressionnistes, même les naturalistes. Voilà, il y a une espèce comment dirais-je, de continuité dans la création et dans l'exploration des possibilités qu'offrait la peinture, la peinture, la réflexion des artistes à cette époque-là. Voilà. Parce que quand vous voyez un Bonnard, que vous voyez un Cézanne, que vous voyez même un Guillaumet, etc., en même temps, aussi, on sort complètement des toiles grandiloquentes là, de batailles historiques, de scènes de guerre, etc. Tous ces machins, ces machines qui prennent toutes les simèses. Là, on est plus intimiste, on est plus humain, on sent familiarité avec ces œuvres, alors que de voir les grosses tartines de Rubens ou des choses comme ça, ou de la mort de Sardanapale, c'est un peu gonflant. Ouais, en fin de compte, on est ressorti de là, on était d'humeur légère et vraiment, vraiment content de cette visite. Quoi. Tout à fait. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, demain tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites de paillettes, de diamants, le diadème d'oranger porte bonheur, est entre les mains de ta maman. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa sera demain après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille.
La lumière de la lampe fume et chancelle, tes yeux se couvrent d'un rideau de dentelle. Ne les laisse pas se fatiguer, mon ami, demain tu dois être jolie. Et quand l'orgue chantera, et qu'enfin tu lui prendras le bras, puissent des millions d'étoiles au fil des heures semer votre route de bonheur. La la la, tire, tire l'aiguille, ma fille. La la la, tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Ben, la chanson, voilà, c'est Tire, tire l'aiguille. Oui, parce que dans l'évocation de la vie de cette jeune artiste peintre, on avait, sur son acte de décès, était inscrit le couturière comme profession. Voilà. Donc les expos, donc Blanche de Roux, c'est au musée d'Orsay, c'est jusqu'au 10 mars, donc on le conseille vivement. À la poursuite de la beauté, donc ça c'est toujours au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Désiré Lucas au musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne jusqu'au 17 mars. Dans les bois, Teresa Lockman, graveuse à la galerie Kaléidoscope. Chana Orloff au musée Zadkine jusqu'au 31 mars. Les baigneurs de Daumier, la société mise à nu au musée de l'Estampe de Gravelines jusqu'au 26 mai. Et pour voir Daumier sans aller jusqu'à Gravelines, on peut voir Balzac Daumier les Parisiens, c'est à la maison de Balzac jusqu'au 31 mars. Et donc, au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, les chemins de la nature jusqu'au 31 mars 2024. Le culturel de la semaine, donc Robert. Oui, j'ai vu un film sur Arte. La 5. La 5, sur la 5. Sur un document, plutôt, sur l'abbé Pierre, sur l'épopée, l'Odyssée, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, l'aventure de l'abbé Pierre en 1954, avec son appel à la solidarité pour les familles dans les taudis, Les bidonvilles. Les bidonvilles. Voilà, un hiver terrible qui gelait tous les cours d'eau, etc., avec de la glace partout. Pour se casser la figure, c'était génial. Et je m'en souviens, j'avais en 1954, j'avais l'âge de me souvenir, quoi, voilà. Et on voit cet homme seul, quand même un ancien résistant, c'était pas non plus un petit bonhomme chétif, hein. Et physiquement, il était c'était pas un athlète non plus, qui a pris les choses en main et son appel a reçu un écho extraordinaire. Il a pu récolter beaucoup d'argent pour se consacrer, si vous voulez, à la pauvreté, à la misère, et reloger des gens dans des maisons en dur qu'il a fait construire, etc. Et puis ça s'est transformé en une association pérenne, la fondation de l'abbé Pierre, avec voilà. Et enfin, c'est un document avec des images d'archives, etc. C'est complètement bouleversant. Et jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, et en même temps, son espèce d'appel pour aider les sans-abri, etc., ça s'est poursuivi. Ça a même essaimé dans le monde entier. Il y a des gens qui hébergent les pauvres, ça, copiés sur l'organisation Emmaüs, un peu partout. Et une particularité de ce personnage assez étonnant, c'est qu'il insultait carrément les gens, les possédants, qui étaient assez timides pour sortir les bistons.
Et même les politiques en avaient un peu la trouille d'ailleurs, parce que leur trouille principale, c'était qu'ils font un parti politique. Alors, ils sont complètement gourés, alors c'est ce qui les activait, parce que c'est terrible. On est toujours éternellement confronté aux mêmes attitudes, aux mêmes réflexes d'égoïsme des puissants. Voilà. C'est pas les plus pauvres qui sont les moins égoïstes, c'est les puissants qui sont très égoïstes et qui pensent d'abord, alors qu'ils soient politiques, qu'ils soient riches, comme Bernard Arnault par exemple, qui va donner 10 millions sur ses milliards pour aider les gens qui sont démunis. Voilà, c'est toujours, c'est vraiment. Mais la particularité de l'abbé Pierre, c'est que lui, il rentrait carrément dans l'art des possédants et des gouvernants. Voilà. Ouais, comme tu disais, ça résonne avec cette nomination honteuse de Kasbarian au ministère du Logement. Absolument. Si l'abbé Pierre avait été là, le Kasbarian aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait. Ouais. Et ça manque. Les gens comme l'abbé Pierre, comme manque. Et dans la même veine, par exemple, Coluche, quand il a créé les Restos du Cœur, il les a créés en pensant, enfin, c'est l'abbé Pierre l'histoire de l'abbé Pierre qui l'a poussé à créer cette association pour venir au secours des pauvres. Voilà. Ouais. Bon, je mettrai le lien parce que c'est en replay sur France 5. Ouais, il faut quand même avoir une certaine dose d'optimisme pour regarder. Ouais, alors justement, en parlant d'optimisme, moi je suis allée au cinéma voir le dernier film d'Agnieszka Holland, une réalisatrice polonaise de 75 ans, qui a sorti en Pologne déjà en septembre ce film Green Border, qui vient de sortir donc dans les salles en France, et donc qui s'inscrit dans le contexte de la crise frontalière entre la Biélorussie et l'Union européenne en 2021. C'est un film absolument... c'est un très bon film, 2h30, c'est filmé en noir et blanc, c'est éprouvant. C'est éprouvant, mais heureusement, Agnieszka Holland arrive à nous mettre des respirations quand on n'en peut plus. On va suivre une famille syrienne donc qui est partie de Syrie pour rejoindre un oncle en Suède. Et en fait, ils vont se retrouver coincés entre le Bélarus et la Pologne, et systématiquement, donc quand ils pensent arriver en Pologne, ils sont dans l'Union européenne, ils pensent être sauvés, et en fait ce sont un peu des balles humaines qu'on va transvaser entre la Pologne et la Biélorussie dans des conditions absolument inhumaines où ils sont dans la forêt, ils ont faim, ils ont soif, ils sont mouillés, ils sont traités vraiment comme des animaux, ils se retrouvent otages de cette situation. Et heureusement, on va voir ensuite quand même que dans ce contexte, il y a des jeunes activistes qui vont pouvoir s'occuper d'eux. On va rencontrer un garde frontière qui va avoir un moment un peu d'humanité. Enfin, voilà, il y a un peu d'optimisme malgré tout, mais c'est quand même très éprouvant. Et vraiment, Agnieszka Holland arrive à faire un film extraordinaire sur ce sujet, quoi. Voilà. Et aussi dans le camp culturel, quelque chose de plus apaisant. J'ai lu donc l'Indolente de Françoise Le Cloarec, et donc sur la vie de Pierre et Marthe Bonnard, et c'est une longue enquête qu'elle a faite justement sur le couple. Elle a consulté beaucoup de documents, d'archives, elle s'est rendue dans les lieux de vie du couple, et elle nous retranscrit leur histoire avec plein de douceur, d'empathie, et on en reparlera plus longuement pour faire découvrir donc Marthe Bonnard, dont on avait un peu parlé après avoir vu ce film sur le couple. Donc ça, c'est vraiment un livre à conseiller, justement. Il existe en J'ai-lu à 8 €. Enfin, on voit comment ce couple s'est aimé quand même pendant 50 ans, comment lui était... à quel point il était imprégné, habité par la peinture, et quel que soit même le contexte historique, on traverse des guerres, des périodes moins réjouissantes, en fait, sa peinture n'a pas bougé, il était toujours à peindre son jardin, ses fleurs, son entourage, et surtout sa compagne, quoi. Voilà. Et tout de suite, salut à nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, j'espère que ça se passe bien là-bas, que la température baisse un peu, quoi, parce que c'est pareil qu'il fait très très chaud dans ces coins-là. Jean-Paul Souvraz, un peintre immense
qui loge à Coudekerbranche, près dans la banlieue de Dunkerque, dans Schnoor. Claudine, une camarade à ma camarade Pikachu. On a fait une petite bouffe là dans un bistrot avec Claudine, Laurence, notre sorcière bien-aimée Geneviève. Croyez-moi que c'était pas triste. Ah, c'était un moment extraordinaire. Il vaut mieux pas qu'on vous raconte tout, parce que bon, vous serez tellement jaloux que vous pourrez plus nous piffer. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande d'artistes qu'on aime bien. Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer. Salut Juju, et qui en même temps gravé, enseigne aussi. Et puis, comment dirais-je, participe à une émission de radio qui s'appelle Radio Bigaille. Il y a un lien sur notre blog. Marc-Lucine Béguet, une graveuse sévenole, on l'embrasse très très fort, qui travaille énormément aussi, qui expose beaucoup. Clément, le Van Gogh de la gravure sur de la taille d'épargne, un cas artistique. Agnès Dubart, une graveuse aussi, hein, décidément, ils sont collants les graveurs, hein, qui est en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation en Ariège, et puis après cette barrée de Lille, on l'a connu. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, quelqu'un, une pointure, quoi, voilà. D'ailleurs, on parle que des pointures. Hein, ouais, c'était chouette qu'ils nous mettent un petit mot l'autre fois, on était trop contents d'avoir de ces nouvelles. Ouais. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse de l'univers, au moins. Sophie Villerex-Brageux, une graveuse aussi assez étonnante, qui m'a vraiment intéressé lorsque j'ai découvert une petite œuvre d'elle à Saint-Sulpice. Raoul Villoula, un graveur, aussi une pointure. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes peintres éminents, Raymond Imbert et Odon. Le nom Odon m'interpelle toujours dans ce roman. Voilà, j'en suis là. Liliane et Laurence, deux écrivaines dont il ne reste plus qu'une représentante, c'est Laurence, qui écrivait des polars, et Laurence qui va se remettre au boulot après une petite panne d'écriture. On attend avec impatience son prochain ouvrage. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, avec qui on était donc dans ce bistrot, c'était jeudi ou vendredi? C'était jeudi au bar de l'Avenue, là, dans le 12e arrondissement. C'est vraiment un petit bistrot, mais c'est assez curieux. C'est très typiquement parisien, tout petit, enfin chaud, voilà. Bon. Non, mais on peut pas tout vous raconter parce que c'est tellement extraordinaire. Marie-Christine. Ah, Marie-Christine. Béguet. Ben non, j'en ai déjà parlé. Oui, bah alors Marie-Christine Béguet. Ah non, Marie-Christine et Christophe. Deux militantes chez Militants chez Mêlée. Cécile, tu la sens la 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent. On t'aime. La Russe flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio Omni, le mercredi après-midi, consacrée aux enfants et à leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille. Ouais, qui est une artiste de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les cimaises de la librairie. La librairie tenue par Florence Quenu, l'empreinte à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman Thérèse Franco. Et Dominique Paula d'Ardouin, c'est un personnage d'une humanité extraordinaire dont on n'oubliera jamais la première rencontre qu'on a eue avec elle. Marie Degnaud, la galériste de la galerie Kaléidoscope, c'est Rive Gauche, où elle expose
cette artiste tchécoslovaque, comment elle s'appelle? Teresa Lockman. Teresa Lockman, qui expose en ce moment chez elle. Antoine Manoury et ses Champignons, c'est un petit groupe, un petit trio de musicos pas tristes. Et Anna Sinracka, une peintre polonaise, qui tient, enfin une peinture qui tient au mur, hein, croyez-moi. Moi elle m'avait offert une peinture que j'ai été obligé d'enlever du mur tellement elle me stressait. Ouais, il y a des peintures comme ça qui parfois sont difficiles à supporter. Mais c'est de la très belle peinture et j'aime beaucoup cette peinture, mais je ne peux pas la voir tous les jours sur le mur. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracay.fr et on se finit tout de suite avec Mélisse Mail, faut vivre. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.